Bonjour et bienvenue à Première Ligne, la série balado du Réseau 1 Québec. L'endroit où la voie de la recherche et la clinique se rencontrent. Je suis votre animatrice, Dr. Emma Glaser. Je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer. Je suis clinicienne, chercheur et parfois aussi patiente. Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode balado sur l'analgésie et les procédures gynécologiques, un sujet qui m'intéresse beaucoup depuis longtemps. Je suis très heureuse d'avoir avec moi Clarisse Poirier. Salut Clarisse! Allô, ça va bien? Oui, est-ce que vous voulez vous introduire? Oui, je m'appelle Clarisse Poirier. Je suis résidente de deuxième année au GMFU de Maria. Je suis ici aujourd'hui, comme vous avez dit, pour parler des options analgésiques lors de la pause de stérilet en première ligne. C'est le sujet de mon projet d'érudition qui est supervisé par Dr. Alexandre Audette, qui est aussi médecin au GMFU de Maria. Est-ce que vous avez des conflits d'intérêt? Non, j'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer. Moi non plus, juste beaucoup d'intérêt pour le sujet. Je pense que vous avez quelques cas cliniques qui viennent en tête. Oui, justement, avant de se lancer dans le vif du sujet, j'aimerais que vous imaginiez deux patientes qui se présentent pour la pause de stérilet. Donc, la première, c'est une multipare de 33 ans que vous voyez à son suivi postpartum après un accouchement vaginal. Elle souhaite une pause de stérilet, tout simplement. Et la deuxième, c'est une nullipare de 23 ans. Elle n'a jamais eu de dispositif intra-utérin avant, puis elle a regardé plusieurs vidéos sur TikTok de femmes qui ont souffert durant la pause de stérilet et craint de s'évanouir de douleur durant la procédure. Donc, la question que je vous pose, c'est est-ce que vous allez intervenir de la même façon avec ces deux personnes-là qui ont pourtant des caractéristiques bien différentes? C'est vraiment des choses que je vois dans mon quotidien, fait que j'ai bien hâte de parcourir ce sujet avec vous. Fait que c'est quoi les objectifs de notre balado ici? L'objectif de mon projet d'érudition, c'est de revoir de la littérature récente qui portait sur les méthodes d'analgésie lors de la pause du stérilet pour offrir les meilleures options aux patientes qui désirent cette méthode de contraception. Je me suis d'abord concentrée sur les méta-analyses, les revues systématiques, les études de la portée, les revues de la littérature, puis j'ai épluché les bibliographies de ces études-là pour venir vraiment peaufiner mes connaissances. Mon but à travers la balado, c'est de présenter les différentes méthodes pharmacologiques, mais aussi non pharmacologiques de soulagement de la douleur qui sont appuyées par des données probantes pour que les auditeurs se sentent mieux outillés pour personnaliser la prise en charge des personnes qui désirent se faire poser un stérilet. Je pense que c'est un objectif louable, puis je pense qu'on a quand même une bonne littérature dans ce sujet, ce qui est intéressant, mais c'est quelque chose où est-ce que possiblement la littérature scientifique et la pratique clinique n'a pas tout à fait suivi. Oui, c'est vrai. En fait, dans les 5 dernières années, il y a beaucoup de littérature qui a été publiée sur le sujet, mais malheureusement, avec la montée du mouvement anti-avortement, je remarque que les cliniciens-chercheurs semblent avoir voulu améliorer l'accès à une contraception efficace. Trouver des moyens pour soulager la douleur, ça semble être au cœur de la solution. On sait d'ailleurs que la crainte de souffrir durant la procédure, c'est un obstacle important à la pause de stérilet. Puis cette crainte-là est bien réelle. Les femmes continuent de nous dire qu'elles sont pas bien soulagées durant la pause de stérilet, puis elles utilisent beaucoup les médias sociaux, en fait, pour se faire entendre. En effet, il y a un groupe de chercheurs anglais qui a publié un article en octobre 2024 dans lequel ils ont analysé plus de 1400 tweets. Ce qu'ils retiennent de cette analyse, c'est d'abord que les femmes utilisent les médias sociaux, ici Twitter, pour dénoncer le fait que les cliniciens minimisent la douleur associée à la pause de stérilet, mais aussi qu'ils ne proposent pas d'autres options ou en fait qui ne proposent pas d'options analgésiques aux patients. Ça, c'est vraiment intéressant, puis je dois avouer que j'ai de plus en plus de patientes qui me parlent de vidéos TikTok et de leur peur d'avoir mal. Et je vois aussi que plusieurs de mes collègues offrent pas d'analgésie, mais qu'est-ce que la science en dit? Est-ce que c'est vrai qu'on n'offre pas d'analgésie? Il y a une étude vraiment que je trouve intéressante, puis dont j'aime beaucoup la méthodologie dont je vais vous parler. C'est une étude qui a été publiée en avril 2025 par un groupe de chercheurs américains. Ils ont fait en quelque sorte comme des pranks au téléphone ou des coups de téléphone, comme on dit ici. En fait, ils ont utilisé la méthode de l'appelant mystère. Ils ont rejoint 90 cliniques à travers les États-Unis, puis ils se sont fait passer pour une patiente intéressée par la pause de stérilet qui se questionne sur les options de soulagement de la douleur. Il y a 58 cliniques qui ont accepté de discuter des options de soulagement de la douleur au téléphone. La méthode d'analgésie la plus fréquemment proposée, c'était l'ibuprofène. C'est intéressant de noter que 23 cliniques ont proposé l'ibuprofène seul comme méthode de soulagement de la douleur.
Évidemment, c'est une étude qui comporte des limitations importantes. Là. On se doute que les échanges téléphoniques, c'est pas représentatif des échanges en présentiel entre un clinicien et son patient. Puis aussi, on a tendance à penser que le contexte américain il est quand même différent du contexte québécois ou canadien. Mais offrir l'ibuprofène seul, avec ou sans Tylenol, ça fait quand même partie des pratiques courantes. J'étais d'ailleurs surprise de constater qu'un article assez récent publié dans le Canadian Medical Association Journal en septembre 2024 nous disait que l'acétaminophène avec un INS en prémédication, ça permettait d'atténuer efficacement la douleur associée à la pose de stérilet. Mais pourquoi ça vous a surpris? Ben, parce que les INS, ça semble pas fonctionner autant qu'on aimerait le croire. Il y a cependant un éventail d'outils pour le soulagement de la douleur dont j'aimerais vous parler. Ben, on peut les séparer en deux catégories, les méthodes pharmacologiques puis les méthodes non pharmacologiques. Avant de se lancer dans le vif du sujet, je pense que c'est quand même important de glisser un mot sur la façon dont la douleur est mesurée dans la plupart des études que j'ai consultées. Évidemment, la douleur, c'est un phénomène complexe qui est multifactoriel. C'est difficile de le mesurer de façon objective. Un outil qui demeure imparfait, mais qui est communément utilisé dans des études qui portent sur la douleur, c'est l'échelle visuelle analogue de la douleur. C'est une échelle qui est souvent graduée de 0 à 10 cm ou de 0 à 100 mm, 0 représentant l'absence de douleur et 10 ou 100 la pire douleur imaginable. Dans les études qui portent sur la pose de stérilet, les auteurs vont parfois demander aux participantes d'indiquer la douleur globale ressentie durant la procédure sur l'échelle visuelle analogue de la douleur. Mais dans certaines études, notamment celles qui portent sur les anesthésiques locaux, les participantes vont évaluer la douleur ressentie à différentes étapes de la pose de stérilet, comme la pose de la pince de Posey, l'insertion de l'hystéromètre, puis l'insertion du dispositif intra-utérin. Il y a certaines études qui ajoutent aussi une mesure juste après l'insertion du spéculum, mais ça ne semble pas être la majorité des études selon ce que j'ai consulté. D'autres mesurent aussi la douleur une fois la procédure terminée. Vraiment intéressant, puis les études sur la douleur, c'est intéressant en médecine, puis on en a beaucoup, mais souvent c'est difficile avec plusieurs limitations. C'est intéressant ce concept de la douleur à différents moments, puis ça nous permet d'avoir une meilleure idée ou une idée plus précise des douleurs associées à la procédure. Souvent, dans la littérature scientifique, qu'est-ce qui est cliniquement significatif en douleur? Donc, par exemple, une échelle de 0 à 10, bien, c'est une diminution de 2 points. Fait que ça va revenir plus tard, je pense, quand on va analyser ces études-là. Donc, vous disiez qu'on a des méthodes pharmacologiques et non pharmacologiques. Donc, c'est toujours ça en médecine. Fait que commençons avec les méthodes pharmacologiques pour réduire la douleur lors de la pose de stérilet. Oui, bien, je vais débuter en vous parlant des fameuses INS qui sont souvent recommandées en pratique. Puis je vais explorer avec vous les différentes options d'anesthésiques locaux. Donc, commençons avec les INS. Il y a une revue systématique qui se penchait sur l'efficacité des INS durant l'installation du stérilet qui a été publiée assez récemment en août 2025 par Martin Gano. Le groupe de chercheurs a analysé 20 essais randomisés contrôlés qui comparaient différents INS avec un placebo ou un autre médicament. Ce qu'ils ont obtenu comme résultat est assez intéressant. Dans 14 des 20 études analysées, l'utilisation des INS en prémédication n'offrait pas de contrôle de la douleur cliniquement significatif. Ça représente 70% des études à l'analyse. C'est assez considérable selon moi. On note aussi qu'aucune molécule ne s'est distinguée des autres. En effet, parmi les 6 études qui rapportaient une réduction significative de la douleur, il y en a une qui portait sur le kétorolac, une sur le kétoprophène, une sur le naprocène, une sur le sélécoxib, puis une sur le diclofénac, finalement une sur l'indométacide. On observe donc un manque de cohérence entre les différentes études pour une même molécule. Ce qui est pertinent, toutefois pour la pratique, c'est que 11 des 20 études analysées s'intéressent au contrôle de la douleur de 5 à 30 minutes post-insertion comme issue secondaire. Il y a 5 études parmi ces 11-là qui ont trouvé une réduction cliniquement ou statistiquement significative de la douleur post-procédurale avec les INS. Ce qui concorde avec l'hypothèse des auteurs, selon laquelle les INS sont efficaces sur un tissu qui est inflammé, ce qui n'est pas le cas durant la pose de stérilet, mais ce qui est possible après la manipulation du col. Les auteurs concluent en soulignant l'écart entre la pratique de recommander des INS un peu par défaut, puis la science finalement qui nous dit que les INS ne sont pas nécessairement les molécules les plus fiables pour la gestion de la douleur durant la pose de stérilet. En effet, très décevant parce que je pense que c'est pratique courant de prescrire les INS, mais ceci concorde
un peu avec ma pratique, c'est-à-dire de prescrire les INS pour la post-pause. Donc, je suis contente d'entendre ça, mais je mets un petit bémol ici. Quand quelque chose est une issue secondaire, il faut prendre ça avec un grain de sel parce que l'étude n'a pas été faite pour vraiment regarder cette chose-là. Ben finalement, peut se demander si les INS fonctionnent pas tant que ça ou moins qu'on l'espérait. Est-ce que les anesthésiques locaux pourraient être un bon choix? Puis il semblerait que oui. En fait, en termes d'anesthésiques locaux, il y a quand même plusieurs choix qui s'offrent à nous. Le Collège américain des obstétriciens et gynécologues a publié encore récemment, à la fin de l'été, en juillet 2025, son consensus clinique portant sur la gestion de la douleur pour les procédures gynécologiques faites au bureau. Les 3 interventions recommandées par le Collège américain pour la pose du stérilet sont les suivantes. L'application de crème d'EMLA au niveau du canal cervical, l'injection d'un bloc paracervical de lidocaïne tamponné ou bufferisé, c'est-à-dire qu'il mélangeait la lidocaïne puis le plus souvent avec un bicarbonate de sodium pour ajuster le pH, ou en 3e, l'administration de 3 vaporisations de lidocaïne au niveau du col, 3 minutes avant la procédure. En premier lieu, on peut parler de la crème de lidocaïne-prilocaïne, qui est souvent appelée l'EMLA. En mars 2019, l'équipe de SAMI, en fait, a publié une méta-analyse en réseau dans laquelle il y a 39 essais randomisés contrôlés qui ont été inclus, qui se présentaient au total un peu plus de 6000 patientes. Les études incluses présentaient un risque de biais évalué comme bas à modéré par les auteurs. Il y a 2 des essais qui portaient sur l'EMLA, 9 sur des formulations de lidocaïne topique, puis 5 sur le bloc paracervical. Le reste des études se penchait sur le misoprostol, les INS ou d'autres méthodes comme l'aromathérapie à la lavande ou le gel de nitroglycérine. Le groupe de SAMI a analysé la douleur à 3 étapes différentes, soit au placement de la pince de Posey, à l'insertion du dispositif intra-utérin, puis 5 à 20 minutes après l'insertion. Je dois dire que cette étude-là, quand je l'ai lue en 2019, a changé ma pratique, mais je pense pas que ce changement a percolé à tout le monde, donc Non. C'est intéressant, puis je suis contente qu'on en reparle. Oui, c'est vrai que les résultats sont franchement intéressants, puis d'ailleurs, pour chacune des étapes, ils ont comparé la performance de chaque méthode à l'aide d'un score P, situé entre 0 et 1. Là, ici, attention, il ne faut pas mélanger le score P puis la valeur P, ou la p-value qu'on est assez habitué de voir puis d'interpréter. Le score P, c'est utilisé dans les méta-analyses de réseau, comme celle-ci, où les méthodes de soulagement de la douleur n'ont pas été directement comparées l'une contre l'autre. Fait que, dans le fond, les auteurs vont créer un réseau de comparaison, puis ils vont classer les interventions selon leur performance dans ce réseau-là. C'est ici que le score P intervient. Pour l'obtenir, même si les comparaisons directes n'ont pas été réalisées, les auteurs estiment un effet moyen puis une erreur standard pour chaque paire d'interventions. Ici, le score P représente donc la probabilité qu'une intervention soit la plus efficace pour soulager la douleur durant la pose de stérilet. Plus le score se rapproche de 1, plus l'intervention est performante. Dans la méta-analyse de SAMI, les auteurs ont conclu que, au placement de la pince de Posey, l'EMLA était la méthode la plus performante avec un score P de 0,92. À l'insertion du stérilet, encore une fois, c'est l'EMLA qui remportait avec un score P de 0,93. Puis pour ce qui est de la douleur post-procédurale, il n'y avait pas de différence statistiquement significative entre les interventions. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis je me souviens quand j'ai lu cette étude en 2019, j'avais été impressionnée avec la performance du EMLA. Puis ce score P est quand même intéressant parce que c'est une façon de comparer les différentes interventions, même si elles n'ont pas été comparées directement. C'est-à-dire qu'on n'a pas, à ma connaissance, un ECR qui a comparé EMLA avec la bloc paracervical. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait un ECR puis a dit « je randomise 30 personnes à EMLA puis 30 personnes à un bloc paracervical puis on va voir comment ça se passe ». Mais ils ont pris toutes les effect size dans les différentes études puis ils peuvent les comparer puis c'est ça qui leur donne leur score P. Puis ce qui est intéressant, en tout cas dans mon expérience clinique, je trouve que mon expérience clinique concorde vraiment avec cette étude-là. Moi, j'utilise beaucoup le EMLA et aussi les blocs paracervicaux. Puis je trouve qu'ils ont une efficacité vraiment intéressante, surtout pour la pince de Posey et aussi pour l'insertion. Oui, puis ça va avec, en fait, votre pratique va probablement, sûrement avec les résultats qui ont été trouvés dans les 2 études qui sont citées dans cette méta-analyse-là, soit celle de Tavakolian en 2015, puis celle d'Abbas en 2017. La seule chose, en fait, c'est que les 2 études portaient exclusivement sur des multiports. L'étude de Tavakolian incluait 96 participantes. Puis, à l'installation des pinces, le score de douleur moyen sur une échelle de 1 à 10 était de 4,3 sur 10 dans le groupe placebo, puis 1,52 sur 10 dans le groupe EMLA.
À l'insertion du stérilet, le groupe placebo rapportait une douleur moyenne de 4,61 sur 10, puis le groupe EMLA, 2,65. L'étude d'Abbas incluait 120 patientes. À l'installation des pinces, le score de douleur médian ici était de 4 sur 10 dans le groupe placebo, puis 2 sur 10 dans le groupe EMLA. À l'insertion du stérilet, on avait une douleur médiane de 6,5 sur 10 dans le groupe placebo et de 3 sur 10 dans le groupe EMLA. Donc, on parle quand même d'une diminution presque de moitié pour chacune des étapes décrites. Puis on a ici vraiment notre score. On diminue de 2. Fait que c'est clairement cliniquement significatif. Pas juste dans la réduction de risque relatif, mais aussi de façon absolue. Mm-hmm. D'un point de vue pratico-pratique, on peut se demander là, comment ça fonctionne, l'application de la crème d'EMLA. En fait, les deux études là, dont je vous parle différaient un petit peu dans la méthode d'application. En fait, dans les deux études, là, classiquement, le clinicien commençait par insérer le spéculum pour exposer le col. Dans l'étude de Tavakolian, on a posé un total de 5 grammes de crème sur le col puis l'orifice externe. On attendait 7 minutes avant de procéder ensuite aux étapes habituelles de l'installation du stérilet. Dans l'étude d'Abbas, on appliquait 2 grammes de crème sur la lèvre antérieure du col, puis on introduisait 2 grammes dans le canal cervical jusqu'à l'orifice interne. Comme avec Tavakolian, on avait aussi un temps d'attente de 7 minutes avant la procédure avec le spéculum en place. Est-ce que vous, c'est un peu ça que vous faites dans votre pratique ou ça diffère? Donc, bonne question. Donc, moi, parce que quand j'ai été entraînée comme résidente, on offrait juste des INS comme méthode analgésique. J'ai pas eu aucune autre méthode analgésique qui m'a été enseignée. Puis, j'avais analysé cette étude de 2019 et ça a changé ma pratique. Donc, je suis allée voir l'étude de Abbas et j'ai pris le protocole de Abbas pour ma pratique clinique. Donc, ça fait plus que 5 ans maintenant que j'applique le EMLA comme dans l'étude Abbas. Ce que je dirais, quelques petites considérations pratico-pratiques. EMLA, il faut le prescrire puis il faut l'acheter d'avance. Fait que, par exemple, chez nous, on a une clinique de pose de stérilet. Si les médecins et référents ne parlent pas de EMLA à leurs patientes avant qu'elles viennent à notre clinique, bien, ça devient plus un choix analgésique. Alors, il faut, à la prescription de la pose de stérilet, discuter des options analgésiques et il faut le prescrire d'avance. C'est quand même à peu près 25 $ pour un petit tube de 5 grammes. Donc, ça, j'en parle avec mes patientes. Je trouve que pour des nullipares, même si c'est pas ça la population des études, mais pour les nullipares, ça peut être particulièrement intéressant parce que souvent, en tout cas personnellement, j'utilise plus des pinces avec des nullipares parce que j'en ai plus besoin et ça réduit vraiment la douleur à l'application de la pince. Et c'est certain pour celles qui ont déjà eu une pause difficile, c'est quelque chose que je vais offrir. Mais en fait, j'offre ça à toutes mes patientes pour toutes les procédures gynéco, que ce soit stérilet ou biopsie d'endomètre. Ce qu'il faut considérer aussi dans ma pratique clinique, puis là, je parle vraiment de mon expérience, mais ça dépend de c'est quoi qui est douloureux. Puis c'est ça qui est intéressant de dire, est-ce que c'est la pince, l'insertion, le poste, mais ce qui est douloureux souvent aussi pour des femmes, c'est le spéculum. Alors, pour certaines, puis on parle de femmes, on s'entend ici qu'on parle de toute personne avec un vagin et un col. Mais pour certaines personnes, la chose la plus douloureuse, c'est le spéculum. Alors peut-être que à ce moment-là, c'est pas la crème EMLA qui est le meilleur choix analgésique parce que la crème EMLA implique soit que tu gardes le spéculum à l'intérieur plus longtemps, donc toutes les 7 minutes, ou que tu l'enlèves puis que tu le réinstalles. Fait que dans les études, je pense qu'ils gardent le spéculum tout ce temps, ce qui, honnêtement, puis tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de cliniciens qui peuvent dire, ben là, c'est une perte de temps, mais je trouve ça pas une si grande perte de temps que ça, parce que tu fais juste écrire ta note pendant, puis préparer, tu sais, tu peux comme préparer le reste de ton chariot, là, en attendant, faire ta note. Fait que je trouve pas que ça a une si grande perte de temps pour moi. Mais si quelqu'un, c'est le spéculum, puis on a beaucoup de femmes avec un peu de vaginisme, si c'est ça qui est douloureux, ben c'est vraiment à considérer. Donc, ça serait ça, mes petites précisions là, pour la crème EMLA, mais je trouve ça magique. Honnêtement, j'utilise ça beaucoup et j'ai beaucoup de patientes qui ont des belles expériences. Puis, je pense que c'est vraiment une belle option à offrir à des gens qui sont craintifs à cause de la douleur. Donc, si on continue avec les méthodes pharmacologiques, vous avez mentionné aussi le bloc paracervical. Puis, le Collège américain le mentionne également comme méthode de soulagement de la douleur à l'insertion du stérilet. C'est un essai
randomisée contrôlée réalisée par Maudit en 2018 qui est citée dans le consensus d'experts du Collège américain. D'abord, il faut savoir qu'il y a plusieurs techniques de bloc nerveux qui ont été décrites dans différentes études. Il y a la technique du bloc intracervical qui consiste à injecter de la lidocaïne dans le col à midi, 3 heures, 6 heures et 9 heures. Puis là, les volumes injectés varient vraiment d'une étude à l'autre. La technique, par contre, décrite par Maudit dans l'étude dont je vous parle et qui est recommandée par le Collège américain, c'est celle du bloc paracervical, qui lui consiste à injecter de la lidocaïne d'abord au niveau du col. À midi, c'est là qu'on va insérer la pince. Puis en paracervical, donc au niveau des cul-de-sac vaginaux, à 4 heures et à 8 heures. L'étude de Maudit comprenait exclusivement des nullipares, 64 pour être exact, âgés de 18 à 45 ans. Il y a 33 femmes qui ont reçu un bloc paracervical, puis ce bloc-là était constitué d'un mélange de 18 ml de lidocaïne 1% avec 2 ml de bicarbonate de sodium pour un total de 20 ml. Dans ce mélange-là, il y avait 2 ml qui étaient d'abord administrés au site de l'application de la pince, puis les 18 ml restants étaient injectés en paracervical. Le groupe de comparaison recevait aussi le 2 ml de lidocaïne 1% au site d'application de la pince, mais il recevait plutôt un faux bloc avec une aiguille capuchonnée aux 2 sites identifiés pour le bloc paracervical. Donc, il n'y avait pas d'aiguille, c'était vraiment le capuchon qui était pressé au niveau des cul-de-sac vaginaux. Vraiment intéressant. Est-ce que tu vas nous parler des résultats des études? Parce que souvent, on se dit, ben l'injection elle-même, elle va faire mal. Oui, il y a une certaine douleur associée, c'est vrai, mais les étapes subséquentes semblent moins douloureuses chez les patientes à qui un bloc paracervical avait été administré. Donc, j'explique. Dans l'étude de Maudit, les auteurs mesuraient la douleur à l'aide d'une échelle de 0 à 100 mm, par opposition aux échelles de 0 à 10 cm, là, auxquelles on est un peu plus habitué. Puis ils faisaient ça à différents moments. Bon, d'abord, ils interrogeaient les patientes sur la douleur anticipée, puis sur leur douleur au temps zéro, juste avant le début de la procédure. Ensuite, ils demandaient aux participantes de mesurer leur douleur après chacune des étapes suivantes. Donc, la première, l'installation du spéculum. Ensuite, juste après le bloc paracervical ou le faux bloc dans le groupe contrôle. La troisième étape, c'était à l'installation de la pince. La quatrième, à l'hystérométrie. Puis finalement, à l'installation du dispositif intra-utérin. À la toute fin, ils questionnaient les patientes sur la douleur ressentie 5 minutes après la procédure, ainsi que sur leur douleur globale, ressentie au courant de toute la procédure. Donc, les participantes ont rapporté une douleur médiane de 30 sur 100 mm au moment du bloc paracervical, par opposition aux participantes du groupe contrôle, qui rapportaient une douleur de 8 sur 100 mm, donc sur l'échelle visuelle analogue de la douleur mesurée sur 100 mm au total, avec le faux bloc à l'aiguille capuchonnée. À l'insertion du stérilet, cependant, le groupe contrôle rapportait une douleur médiane de 54 sur 100, mais les patientes qui avaient reçu le bloc, le vrai bloc, rapportaient une douleur de 33 sur 100. À l'hystérométrie, le groupe contrôle décrivait une douleur de 47 sur 100, puis le groupe qui avait reçu le bloc, une douleur de 30 sur 100. Finalement, 5 minutes après la procédure, on avait une douleur de 27 sur 100 dans le groupe contrôle, puis le groupe qui ont reçu le bloc paracervical, une douleur de 12 sur 100. Puis la douleur globale associée à la procédure était évaluée à 51 sur 100 dans le groupe contrôle, puis à 30 sur 100 dans le groupe bloc. Fait que quand même, en résumé, le bloc, ça diminue la douleur à toutes les étapes, mais ça t'ajoute la douleur quand tu gèles. Ouais, exactement. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il n'y avait pas de différence significative entre les deux groupes pour la pose de la pince, mais ça va de soi parce que les deux groupes, finalement, le groupe contrôle aussi recevait un bloc au site d'installation de la pince. Ah, OK. Oui. Fait que, comme vous avez dit, là, ce qu'on voit, c'est qu'à chacune des étapes, puis de façon globale aussi, on observe une réduction de la douleur d'à peu près 20 mm chez les participantes qui ont reçu le bloc, mais le bloc leur a causé une douleur qu'elles évaluent à 30 sur 100. Moi, dans ma pratique clinique, j'utilise le bloc paracervical. Fait que je fais vraiment ce qui est décrit là, dans ce que tu m'as dit, comme à midi. À midi, je gèle là où est-ce que je vais mettre ma pince. Puis là, je mets la pince, je tire le col un peu de côté pour être capable d'injecter le paracervix. 18 millilitres, c'est vraiment beaucoup. Là. Personnellement, je prends une seringue de 10 de Lido 1% avec épi. Et il faut avoir des longues aiguilles là, pour aller chercher. Fait que j'utilise une aiguille de éco-guidance parce que c'est ça que j'ai dans ma clinique. Mais
déjà, avec 10 cc, puis tu sais, il faut vraiment retirer pour être sûr qu'on n'est pas dans un vaisseau. Puis je dois dire, puis ceci est de l'anecdote et pas de la science, mais j'ai déjà eu des patientes avec des symptômes toxicité de l'ido. C'est quand même rare, c'est une procédure que je fais beaucoup, mais fait que 18 cc, ça me choque un peu, là. Je pense que je serais chicken de mettre autant. Puis des fois, j'ai l'impression que c'est quasiment juste le 2 cc à midi qui est efficace, puis le reste, on pourrait s'en passer. Mais ceci est une impression et pas de la vraie science. Fait que juste comme petite mise en garde, là, faites attention de mettre du Lido 1%, pas 2%, parce que là, après, tu réfléchis là, à aller aux doses de toxicité. Mais c'est une méthode qui est vraiment efficace puis ne coûte rien aux patients. Donc, définitivement à considérer. Puis souvent aussi, quand on a des pauses difficiles, tu sais, quand on a un col sténosé, là, ça peut être une façon de... On fait un petit bloc paracervical, on attend un peu, puis on peut se réessayer. Ça permet c'est un troubleshooting quand on a des pauses difficiles. Oui, ben c'est une méthode qui est intéressante à maîtriser. Puis c'est le fun que vous ayez quand même une expérience clinique à nous partager. Puis je vais regarder en tête le volume qui est assez peut-être finalement plus important. Mais ce qui est très hétérogène hein, dans les études, oui. là, on voit différents volumes. Puis c'est hétérogène, tous les gens qui font il y a des blocs cervicaux, paracervicaux, beaucoup d'hétérogénéité dans la science ici. Oui, puis ici, c'est relativement, en tout cas, dans ce que moi je connais avec ma petite expérience, j'ai jamais vu de lidocaïne bufferisée là, avec du bicarbonate de sodium. Je pense que c'est peut-être un peu moins courant. J'utilise juste la lido avec Okay. et puis je mets pas de bicarbonate, mais je serais intéressée, les gens peuvent nous laisser des commentaires, je serais intéressée à entendre l'expérience clinique de nos auditeurs. Oui, puis il y a aussi, ben, si on passe à une autre méthode d'anesthésie locale, là, il y a aussi la lidocaïne en spray. Qui est quand même connue. Dans ma revue de la littérature, par contre, j'ai pas trouvé de nouvelles études publiées depuis 2022 là, qui portaient spécifiquement là-dessus. Puis j'ai des collègues, en fait, qui avaient présenté un projet d'érudition qui portait spécifiquement sur la lidocaïne en spray en 2022. Il s'agit de Dr Lison Bérangier puis Dr Wafa Lumina Mouelfi. En fait, pour leur projet, elles se sont posé la question suivante. Est-ce que l'utilisation de lidocaïne 10% en spray amène à une diminution significative de la douleur à l'insertion du stérilet comparativement au placebo? Puis elles ont conclu que oui, c'était une méthode efficace. Pour la balado d'aujourd'hui, je ne vais pas m'étendre davantage là-dessus, étant donné que je n'avais pas trouvé d'études qui ont été publiées après le projet de mes collègues. Puis l'étude citée par le Collège américain des obstétriciens et gynécologues, c'en est une de 2016. Intéressant, cette idée de lidocaïne en spray. Moi, je ne l'ai jamais utilisée, mais tu sais, là, ça fait pas mal. Je pense que tu n'as pas à attendre autant longtemps qu'avec le EMLA. Mais quand on regarde, tu sais, ce score P, fameux score P, il était vraiment moins efficace que le EMLA, par contre. Tu sais, c'est sûr qu'on n'a jamais eu d'études qui les comparaient de façon directe, mais c'est intéressant comme option analgésique. Puis ici, j'aimerais parler rapidement j'avais une collègue de grande expérience à McGill qui trempait juste une compresse dans de la lido puis mettait ça sur le col pendant 1 minute. Il y a clairement personne qui a fait une étude là-dessus, mais option clinique, je pense que dans l'expérience clinique des gens qui font des cliniques de santé de la femme depuis 20-30 ans, là, tu sais, je trouve ça intéressant si ta patiente, elle n'a pas eu discussion de EMLA ou lidocaïne en spray d'avance, parce que, tu sais, il faut acheter ces choses-là puis les amener, puis à la peur de l'aiguille, ben est-ce que rendu là, c'est mieux une compresse trempée dans de la lido que de rien? Tu sais, c'est à réfléchir, là. Oui, c'est intéressant. C'est la première fois que j'entends parler de cette méthode-là. Puis, en fait, on entend aussi souvent parler des prostaglandines. Puis, elles sont pas recommandées. Déjà, en 2012, il y avait Dr Waddington du département d'obstétrique et gynécologie de l'Université Queen's qui publiait une revue de littérature dans le journal d'obstétrique et gynécologie du Canada. Puis, elle incluait, elle, 6 essais randomisés contrôlés qui démontraient que non seulement la misoprostol ne facilite pas l'insertion du stérilet, mais qui est associée à plusieurs effets secondaires. Puis elle se positionnait clairement pour l'abandon de l'utilisation de routine du misoprostol dans la pose du stérilet. Dans son consensus clinique, le Collège américain ne recommande pas non plus d'utiliser le misoprostol en première intention pour les mêmes raisons qui étaient évoquées par Dr Waddington. Puis très récemment, à la fin du mois de septembre 2025, il y a une revue Cochrane réalisée par Zapata qui a été publiée.
J'ai seulement réussi à avoir accès au résumé de l'étude, par contre, mais de ce que je comprends, c'est qu'après avoir analysé 14 essais en randomisés contrôlés qui portaient sur plus de 1900 femmes au total, Zapata conclut que l'utilisation du misoprostol ne fait peu ou pas de différence en termes de soulagement de la douleur, à l'utilisation de la pince de Posey, à l'installation du stérilet, puis après l'installation du stérilet non plus. La seule circonstance où le misoprostol pourrait être intéressant, c'est chez les femmes qui présentent un antécédent d'échec à la pose de stérilet. On observerait une augmentation cliniquement significative de réussite à la deuxième tentative quand on utilise le misoprostol. Mais c'est aussi important de souligner que le misoprostol mène probablement à une augmentation cliniquement significative des effets indésirables comme la douleur abdominale, les crampes et les diarrhées. Donc, c'est sûr que quand on pense au soulagement de la douleur, c'est peut-être en fait, c'est pas intéressant, puis je pense pas que le misoprostol ait sa place en première intention pour soulager la douleur liée à la pose de stérilet. Super résumé. Là, on a fait le tour, je pense, des moyens pharmacologiques. Fait que parle-nous des méthodes non pharmacologiques. Bien, il en existe plusieurs qui visent à diminuer la douleur puis à améliorer l'expérience des patients durant la pause de stérilet. Parmi celles qui ont été recommandées par les groupes d'experts, on note le fait de tamiser les lumières, d'utiliser l'aromathérapie, il y aurait la lavande ou la menthe qui ont été suggérées, de mettre de la musique douce ou relaxante, d'encourager aussi la patiente à utiliser des techniques de respiration. En d'autres mots, vraiment de créer un environnement le plus relaxant, le plus agréable possible pour la patiente. Est-ce que tu sais s'il y a des études sur ce genre de technique-là? Oui, il en existe. Il y a même, en fait, il y a une étude qui a été publiée sur ce qu'on appelle l'analgésie verbale, ou ce qui est parfois décrit comme la verbacaïne. En gros, c'est qu'on conseille aux cliniciens d'utiliser un langage thérapeutique, d'adoucir le son de sa voix, de choisir aussi les mots qu'il va utiliser dans son interaction avec la patiente durant la procédure. Puis, il y a une étude qui a même démontré que ça pouvait être équivalent à certaines méthodes pharmacologiques. J'adore cette idée-là parce que c'est quelque chose que j'ai intégré dans ma pratique. Je trouve que dans la salle d'accouchement et dans notre bureau, quand on parle avec une voix douce comme ça, on peut aider les patientes à respirer, on tamise les lumières. Moi, j'invite tout le temps mes patientes à mettre une musique sur leur Spotify si elles pensent que ça va les aider. Personnellement, je trouve que ça a un grand effet. Quand on est médecin accoucheur, on a tellement de patientes avec du vaginisme. Puis c'est le genre de truc que je mets en place dans ma clinique de façon quotidienne. Puis j'ai vraiment l'impression que ça a un impact. Puis je trouve ici que c'est un concept à renforcer chez nous tous et chez nos collègues. C'est tu prends 30 secondes juste pour créer un contexte qui est moins douloureux pour la patiente, une ambiance qui est meilleure pour une patiente, mais tu sauves du temps après. Tu sais, c'est comme ici, la technique de communication soigne littéralement. Puis juste en prenant un peu de temps, mais finalement, probablement que tu gagnes du temps dans ta clinique. Puis je pense que ça fait vraiment partie de notre arsenal thérapeutique. Oui, je suis d'accord. Puis je trouvais intéressant aussi les exemples qui étaient nommés dans les recommandations d'un groupe d'experts là, de Bayer publié en 2025. Il mettait l'emphase sur le choix des mots, puis le fait de choisir des mots moins connotés aussi, ça avait un impact positif sur l'expérience des patientes. Par exemple, au lieu de dire je vais insérer l'hystéromètre, on pourrait dire je vais mesurer l'utérus, ou au lieu de dire je vais installer la pince, ce qui est déjà, tu sais, ça évoque quand même une certaine douleur, ben on pourrait dire je vais immobiliser le col. Fait que le choix des mots avait aussi un impact sur l'expérience des patientes à qui on installe un stérilet. Il y a aussi, en fait, Dr Geneviève Bois, dans une présentation récente sur les soins gynécologiques, parlait surtout d'une approche féministe et bienveillante. Elle définissait cette approche-là comme une approche qui est centrée sur la patiente, qui reconnaît son vécu, puis qui l'informe adéquatement puis respecte son autonomie. C'était une façon d'interagir aussi avec les patientes qui intégraient des pratiques sensibles au trauma puis qui misaient sur la sécurité puis le choix des patientes. Concrètement, ce que Dr Bois suggérait, c'était d'explorer les expériences passées de la patiente avant de commencer l'examen. Est-ce que c'était sa première procédure? Est-ce que les examens gynécologiques sont habituellement difficiles pour elle?
Elle soulignait aussi l'importance non seulement du consentement, mais que ça soit clair pour la patiente qu'elle peut le retirer à tout moment puis qu'elle a le droit de décider de mettre fin à la procédure. Je pense que c'est important de mettre l'emphase sur ce point-là parce que c'est pas toujours... Je pense que les patientes ont souvent l'impression qu'elles n'ont pas le choix de continuer quand on est dans un contexte médical. Puis ça remet vraiment entre les mains des patientes le choix, puis ça valorise aussi leur autonomie. Elle nous rappelait aussi que c'était important, puis c'était primordial, en fait, de ne pas banaliser ni de minimiser la douleur liée à la procédure. Fait qu'on veut être transparent avec les patientes, puis c'est vraiment ça qui était important de mettre de l'avant. Je pense que c'est vraiment important, puis moi, j'applique, en tout cas, j'espère, je souhaite que d'appliquer toutes ces choses dans ma pratique. Puis c'est peut-être parce que, justement, Dr. Bois m'a formée, je la salue. Mais, tu sais, moi, je dis à mes patientes, oui, ça fait mal, vous savez que je suis franche avec vous, c'est quand même une procédure qui est inconfortable, il y a un spasme du col. Tu sais, ceux qui ont déjà accouché, je dis, c'est comme une contraction, peut-être pas aussi intense qu'à l'accouchement, mais ça reste que le col va faire une contraction. Des fois, je niaise avec mes patientes, je dis après l'insertion de ton stérilet, c'est un après-midi de Netflix and chill avec la bouillotte chaude sur le ventre. Mais je pense que c'est important d'être transparent avec nos patientes. Je pense que beaucoup, puis on a des études, hein, on sait qu'on minimise souvent la douleur, puis c'est quasiment comme une deuxième violence là, de minimiser la douleur ressentie. Puis chaque patiente aussi va le vivre de façon différente, fait qu'il faut y aller avec son expérience à elle, puis qu'on la guide le mieux que notre possible. Je pense que c'est aussi vraiment important d'écouter nos patientes, puis d'être attentive à tous les signes non-verbaux. Quand on voit que quelqu'un se crispe, tout ça, on ne fait pas juste continuer. Il faut reconnaître ces choses-là, il faut en parler. Donc, tu sais, on peut se faire des plans de match, c'est comme nos patientes qui ont du vaginisme, là, si on le sait, là, ben on peut se faire un plan de match qui nous permet quand même de faire notre geste clinique, mais qui les empower, nos patientes. Fait que de dire comme comment vous voulez qu'on agisse, là, parce que là, elle va faire une crampe. Fait que est-ce que vous voulez qu'on ait un safe word? Moi, je discute de safe word avec mes patientes, comme si elle fait comme mais elle veut qu'on continue, mais si elle dit stop, ben là, on stop. En tout cas, toutes ces choses-là, de vraiment faire ça, parce que on veut pas mettre des patientes dans des situations où est-ce qu'on reproduit des violences qu'elles ont peut-être déjà vécues dans leur vie. Donc, un des derniers points qui a été mentionné par Dr. Bois, c'est de minimiser les gestes qui sont non utiles. Donc, la pince de Posey, l'hystéromètre, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Je pense que c'est une question qu'on se pose peut-être pas assez, puis j'aimerais prendre un peu plus de temps pour m'attarder sur une méthode un petit peu moins connue, qui est celle de la technique d'installation directe, qui est aussi appelée la méthode Torpilly. Elle a été décrite en France en 2005 par Dr. Savignac-Krikorian. C'est une technique qui repose sur le principe que seul le stérilet pénètre à l'intérieur de la cavité utérine. Donc, l'inserteur est introduit jusqu'à l'orifice interne du canal cervical, puis on sait qu'on y est parvenu quand on va sentir une perte de résistance ou qu'il y a une profondeur de 3 à 4 cm qui est atteinte. Avec cette technique-là, l'hystéromètre n'est pas utilisé, puis la pince de Posey est utilisée seulement en deuxième intention. Là, ici, on pourrait s'inquiéter du risque que le stérilet soit mal positionné, mais il y aurait un mécanisme de péristaltisme utérin qui a été décrit, qui mènerait à une ascension spontanée du stérilet jusqu'au fundus de l'utérus. D'ailleurs, une étude observationnelle prospective de Bastin, qui a été publiée en septembre 2019, s'est intéressée à l'effet de cette méthode-là sur la douleur ressentie lors de l'installation du stérilet, mais elle a également documenté le risque de complications ou d'effets indésirables à 1 mois et à 6 mois après l'insertion. Au total, il y a 535 femmes qui ont participé à cette étude-là. Les 280 femmes qui s'étaient fait poser leur stérilet par la méthode directe ont rapporté une douleur moyenne de 19,86 sur une échelle de douleur de 100 mm, par opposition à une douleur moyenne de 33,35 sur 100 chez les femmes qui avaient reçu la méthode standard. C'est important de noter que dans cette étude observationnelle, on ne contrôlait pas la prise de médication. Fait qu'il y avait 55,5% des femmes du groupe méthode directe qui en ont reçu, comparé à 76,8% des femmes du groupe méthode standard. Parmi les molécules données en prémédication, on note aussi que le misoprostol a été administré chez 25 femmes du groupe standard, alors qu'aucune du groupe méthode directe en a reçu. Mais on sait que le misoprostol, on en a parlé un peu plus tôt, ça peut donner des crampes ou de l'inconfort abdominal, donc possiblement aussi contribuer à l'expérience douloureuse des patients.
Mais bon, pour ce qui est du suivi à 1 mois, 24 femmes du groupe méthode standard continuaient de rapporter de la douleur, contre seulement 5 femmes dans le groupe méthode directe. Une femme du groupe méthode directe avait expulsé son stérilet contre 2 dans le groupe méthode standard. À 6 mois, 24 femmes du groupe méthode directe et 23 dans le groupe méthode standard avaient retiré leur stérilet. Les auteurs élaboraient pas davantage sur la raison du retrait. Les groupes sont comparables entre eux, mais il fallait tout de même souligner, je pense, le taux de retrait qui était de près de 10% dans chacun des groupes. Puis finalement, aucune participante a présenté de perforation utérine. À la lumière de ces résultats-là, les auteurs concluent que la méthode directe est moins douloureuse, puis ne présente pas davantage d'effets indésirables que la méthode standard. La méthode directe a aussi beaucoup d'avantages. Vous avez mentionné le temps de consultation ou le temps de procédure, qui est souvent un enjeu important, je pense, en médecine, puis en médecine de première ligne surtout. Puis la méthode directe, en fait, diminuait le nombre de manipulations requises, puis diminuait aussi le temps de procédure. C'est sûr que c'est intéressant, mais je prends ça avec un grain de sel, là. C'est une étude observationnelle, fait qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas contrôlées ici, fait qu'on peut pas savoir. Mais personnellement, je suis pas sûre si j'utilise la méthode torpille telle qu'elle, mais souvent, je ne fais pas une hystoromètre, j'y vais juste direct avec mon stérilet et j'utilise la pince à potty en deuxième intention, mais je finis par l'utiliser souvent parce que je suis probablement chicken. Il y a justement un essai randomisé contrôlé qui a été publié en janvier 2019 par Reu et Sat, où on comparait la douleur à l'insertion chez 28 femmes qui s'étaient fait poser un stérilet par méthode directe contre 32 par méthode standard. L'issue principale, c'était le pourcentage de femmes qui rapportaient une douleur supérieure ou égale à 4 sur 10 sur une échelle numérique de la douleur à l'insertion du stérilet. Il y a 18 femmes dans le groupe méthode standard qui ont rapporté un score supérieur à 4 contre 9 femmes dans le groupe méthode directe. Ces résultats-là ne sont pas statistiquement significatifs, mais la douleur médiane diminuait de moitié dans le groupe qui recevait la méthode directe. En effet, on rapporte une douleur médiane de 4 sur 10 dans le groupe méthode standard contre 2 sur 10 dans le groupe méthode directe. Dans cette étude, on vérifiait aussi le positionnement du stérilet par échographie après l'installation. Le stérilet devait se situer à 2 cm ou moins du fundus de l'utérus. Puis dans les deux groupes, le stérilet était bien positionné chez plus de 90% des patientes. Ça reste une petite étude, mais je pense que ça peut peut-être répondre à certaines craintes concernant le risque de complications puis de mauvais positionnement avec la méthode directe. Pour moi, cette étude est trop petite, puis on voit qu'ils ont fait des manipulations statistiques. Quand on a une petite étude, on essaie de faire une issue binaire. Hein? Tu vois ici qu'ils ont essayé de dire combien de douleurs supérieures à 4 sur 10. Fait qu'ils ont créé une issue binaire alors qu'on aurait pu avoir une issue en chiffres là, de 1 sur 10. Fait que ça, c'est une manipulation statistique qu'on fait pour gagner de la puissance. Puis il faut être vraiment critique de ça. Puis l'autre affaire, c'est que si notre crainte, c'est une question de complication ou de positionnement, c'est clairement pas avec une étude de 30 personnes qu'on peut vraiment statuer là-dessus. Fait que je pense qu'il va falloir attendre d'autres études à ce sujet. Bien, justement, vous mentionnez la limitation de cette étude-là. Puis je pense que c'est important aussi de les nommer, là, les limitations des études que je vous ai présentées. C'est clair que les études qui portent sur le soulagement de la douleur durant la pose du stérilet comportent des faiblesses, puis on doit les mentionner. Bon, déjà, elle présente, comme on en a parlé un petit peu plus tôt, mais elle présente une hétérogénéité importante, puis ça rend difficile de comparer ces études-là entre elles. Les populations sont différentes d'une étude à l'autre. On étudie parfois des nullipares, des multipares, parfois les deux. Les types de stérilets aussi varient, autant d'une étude à l'autre, mais parfois d'un pays à l'autre. Il y a certaines études aux États-Unis qui vont utiliser des stérilets qui ne sont pas utilisés au Canada. Les échelles analogues de la douleur sont non uniformisées, donc comme on l'a vu, il y en a certaines qui vont s'exprimer en centimètres, d'autres en millimètres, certaines vont utiliser des échelles visuelles, d'autres des échelles numériques. Il y a des études aussi qui rapportent leurs résultats en exprimant une moyenne, d'autres une médiane. Il y a des auteurs qui vont mesurer, comme je le disais un peu plus tôt, la douleur à chaque étape de la pose du stérilet, puis d'autres qui vont juste faire une mesure globale de la douleur représentant toute la procédure. Puis l'intervention en elle-même est difficile à comparer entre les études. Comme vous l'avez mentionné, le volume de lidocaïne va être différent. Puis dans certaines études, on va ajouter du bicarbonate de sodium pour modifier le pH, alors que c'est pas nécessairement fait dans toutes les études ou de façon générale. Les doses de médicaments aussi sont différentes, les techniques d'injection sont différentes. Puis il y a une variabilité interclinicienne qui est importante, puis elle va influencer directement la douleur ressentie par la patiente durant la procédure.
Comme on l'a vu aussi, il y a beaucoup d'études qui sont réalisées sur un très petit nombre de participants, ce qui augmente aussi le risque de biais de l'effet des petites études dans le contexte de méta-analyse. C'est-à-dire que les petites études vont présenter des effets plus marqués que les études de grande taille. Puis, les études ne sont pas réalisées. En fait, il y a plusieurs études qui ne vont pas être réalisées en double aveugle. Il y a des interventions qui se prêtent mieux que d'autres. Par exemple, la crème d'Emla versus le placebo. Mais il va y avoir plusieurs études où le clinicien n'est pas aveugle, comme celle de Maudit dont je vous ai parlé, où le clinicien administrait un faux bloc paracervical. C'est vraiment un beau portrait de limitation dans ces études ici. Puis ça donne un portrait. En général, les études sur la douleur souffrent de ce genre de limitation en général. Puis je trouve que c'est un sujet extraordinaire à regarder un peu la science puis d'essayer d'amener ça à la femme ou la patiente devant nous puis de dire, bon, OK, j'ai de la science qui est faite sur de la population, tout ça, qu'est-ce que je vais faire finalement avec la personne devant moi pour faire une médecine personnalisée? Fait que justement, on avait 2 cas différents. Fait que qu'est-ce que vous ferez avec notre femme multipare, 33 ans, qui est postpartum? Oui, bien, on l'a dit tantôt, c'est important de ne pas minimiser la douleur attendue, mais je pense qu'on peut quand même mettre de l'avant ces facteurs protecteurs pour essayer de diminuer un petit peu peut-être sa douleur appréhendée si elle en a. Fait que là, les scores de douleur rapportés vont varier d'une étude à l'autre, mais on décrit quand même que les multipares ont des scores de douleur de loin inférieurs à ceux des nullipares. On parle parfois d'une douleur de 3,7 sur 10 chez les multipares contre 6,8 à 8,1 sur 10 chez les nullipares. Fait que ça peut être intéressant de partager ces connaissances-là avec la patiente, de lui dire que c'est un facteur protecteur, en fait, le fait qu'elle soit pas nullipare. Le fait qu'elle ait accouché vaginalement, c'est aussi associé à moins de douleur durant la pause de stérilet. Puis si elle allaite, on peut aussi lui faire part que les femmes qui allaitent ressentent moins de douleur durant la procédure. C'est pas toutes les femmes qui vont vouloir avoir une prémédication ou une anesthésie locale, mais on peut quand même lui en parler. Comme vous l'avez mentionné tantôt, je pense que vous suggériez la crème d'Emla pour la plupart des patientes, puis elles seraient peut-être intéressées, ou par un spray de lidocaïne également. On sait que les INS, comme on l'a dit, vont pas nécessairement réduire la douleur durant la procédure, mais on peut quand même y en suggérer pour réduire la douleur post-procédurale. Je pense qu'ici, ce que je dirais aussi, c'est que en général, puis moi, je vois vraiment dans ma pratique clinique, les multipares, ils ont moins mal, puis tu sais, souvent le bébé est comme dans la chambre, fait qu'on a juste envie de get in and get out. Mais ceci veut pas dire, c'est pas nous, c'est pas notre corps. Je pense que c'est quand même vraiment important d'offrir les options analgésiques aux femmes, puis de les laisser choisir ce qu'elles veulent. Pour moi, ça fait partie de notre devoir de clinicien. On ne peut pas assumer pour la patiente devant nous. Oui. Ouais. Bon, dans notre deuxième cas, on a une femme nullipare de 23 ans qui a une appréhension élevée de la douleur. Le bon counseling, c'est important avec toutes les patientes, mais chez cette patiente-là, je pense que ça va être primordial d'établir une relation de confiance. Ça va aussi nous donner l'opportunité de corriger peut-être certaines fausses croyances quant à la pose de stérilet, si elle en a, surtout qu'elle semble être documentée beaucoup sur les médias sociaux. Évidemment, on va vouloir appliquer toutes les méthodes non pharmacologiques à notre disposition. Ça va être d'autant plus important de bien adapter l'environnement. Puis, si on est à l'aise, on pourrait utiliser une méthode d'installation directe pour essayer de minimiser la douleur liée à la pose du stérilet. Après, c'est probablement une patiente chez qui on va vouloir offrir des méthodes d'analgésie combinées. Fait qu'on peut lui partager ce qu'on sait sur les diverses méthodes de soulagement de la douleur pour l'aider à faire un choix comme on ferait finalement avec n'importe qui. Ça serait peut-être une bonne candidate pour lui proposer une crème d'Emla combinée avec un bloc paracervical, par exemple. Donc, je pense qu'il n'y a aucune étude qui combine les deux, Emla et bloc. Donc, c'est pas décrit nécessairement dans la littérature scientifique. Moi, j'ai déjà fait ça chez quelqu'un qui avait une pause très difficile par le passé. Puis ce qui est magique, c'est que tu as mis le Emla, puis ensuite, on sent même pas la douleur du bloc. Puis théoriquement, le bloc paracervical, ça diminue aussi les douleurs vraiment post-procédure. Fait que c'est quand même quelque chose qui est intéressant, qui n'est pas contre-indiqué à ma connaissance. Fait que certainement, pour cette nullipare de 23 ans, on peut lui offrir. C'est important pour tout le monde qu'on leur offre des analgésies, mais ça pourrait être une belle opportunité de dire que la médecine occidentale s'adapte, puis on s'adresse, puis elle pourrait même TikToker son expérience pour parler de comment c'est possible de faire de la médecine occidentale bienveillante. Oui, c'est vrai.
Je pense qu'on a quand même réussi à démontrer que c'est faux de croire qu'il n'y a pas de données sur les différentes méthodes de gestion de la douleur durant la pause de stérilet. Moi, quand je posais des questions, c'est souvent ça que j'entendais, que pour les procédures gynécologiques, les données, c'est des petites études, les données sont pas bonnes, on sait pas trop quoi offrir, donc on suggère des INS. Mais on a quand même discuté de plusieurs études, puis même si elles présentent certaines limites, il y a quand même des études de bonne qualité qui incluent plusieurs essais randomisés contrôlés, puis même quelques méta-analyses. De ces études-là, je pense que c'est important de retenir que les INS, c'est pas la méthode d'analgésie la plus fiable pour la douleur durant la procédure, mais ça pourrait offrir un soulagement post-procédural. L'analgésie topique comme l'EMLA ou la lidocaïne en spray, ça peut être des outils intéressants à proposer aux patientes. Les blocs paracervicaux, même s'ils peuvent être douloureux à l'injection, peuvent quand même réduire la douleur durant la procédure, puis ça pourrait être recommandé aux patientes, notamment celles avec certains facteurs de risque, comme la nulliparité, comme on l'a vu là, dans les cas qu'on a discutés. Il y a plusieurs méthodes non pharmacologiques qui s'offrent à nous. La technique d'insertion directe aurait l'avantage de diminuer les manipulations, puis le temps d'intervention, pourrait diminuer peut-être la douleur associée à la procédure sans augmenter le risque de complications, mais encore une fois, on a besoin de meilleures études puis de plus d'études sur le sujet pour avoir cette conclusion-là. Je pense que c'est une conclusion vraiment juste. Puis je dirais que le message clé de notre discussion, c'est il faut en parler avec nos patientes. Fait que quand on prescrit des stérilés ou qu'on prescrit des biopsies dans l'endomètre, c'est au moment de prescrire qu'il faut discuter aussi d'analgésie, de procédure, puis de juste faire ce petit changement de pratique-là, je pense que c'est un grand gain dans votre démarche clinique. Oui, puis on entend de plus en plus parler de violences gynécologiques et obstétricales. Sylvie Lévesque, qui est une professeure au département de sexologie de l'UQAM, dirige le projet Parole, dont un des objectifs est de documenter les expériences de soins gynécologiques telles que vécues par les personnes qui les reçoivent. La chercheuse nous explique qu'une des conséquences des soins déshumanisants qui sont décrits par les personnes interrogées, c'est d'éroder leur confiance envers le personnel soignant puis de les détourner finalement du système de santé. Je pense que comme médecin en première ligne, on peut faire notre part en entendant les personnes qui nous disent qu'elles souffrent durant les procédures gynécologiques, comme la pose de stérilet, puis, comme on disait, en ayant une discussion éclairée avec elles sur les méthodes à notre disposition pour mieux les soulager. Quel beau mot de la fin, c'est-à-dire que comme médecin première ligne, en parlant de façon franche et transparente de l'analgésie lors de nos procédures gynécologiques, on peut regagner la confiance envers la médecine. Merci beaucoup, Clarisse, pour cet extraordinaire balado sur les méthodes analgésiques en procédure gynécologique. Puis, à la prochaine! Merci beaucoup de m'avoir reçue. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de notre balado diffusion. Cette série est produite par moi-même, Emma Glazer, avec la musique de Lee Rosevere.